L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors, 4 ans après le vote du mariage pour tous, dont nous allons parler ce soir de GPA, de PMA, nous allons aussi parler du lobby gay parisien et nous allons aussi réévoquer ces années 80 terribles où le sida a ravagé des milliers d'êtres humains. Bref, nous converserons ce soir sur l'état des lieux de tout cela. Avec mon invitée, Elisabeth Schemla. Bonjour. Bonjour Maya. Et vous publiez un livre d'enquête auprès d'inconnus ou de célébrités. D'ailleurs, nous allons en parler. Ce livre, ça s'appelle « Les homos sont-ils des hétéros comme les autres ?» et c'est aux excellentes éditions de l'Observatoire que nous avons déjà eues ici et qui sont vraiment de très bonnes maisons d'édition, je voulais le dire. Alors, petit rappel, mais nos auditeurs vous connaissent. Elisabeth Schemla, vous avez été journaliste à l'Express, puis rédactrice en chef au Nouvel Obs. Vous avez été primée, j'ai vu 3 fois pour votre travail, bravo. Et je crois que c'est à cause, si mes souvenirs sont exacts, c'est à cause du conflit israélo-palestinien que vous avez quitté le Nouvel Obs. Tout à fait. C'est ça, hein, je me souviens. En 1996. Voilà, je me souviens très bien. Parce que je me souviens très bien de votre excellentissime site qui s'appelait Proche-Orient Info. Alors ça y est, nos auditeurs disent « Ah oui, c'est ça, Elisabeth Schemla, Proche-Orient Info », bien sûr, et qui a malheureusement fermé en 2006. Oui, pour des raisons d'impossibilité de modèle économique, et exclusivement pour ça, plus quelques raisons politiques. Il y a eu un ensemble d'une convergence de raisons dans cette affaire, mais c'était il y a 10 ans. Oui, mais ça fait clic dans la tête de nos auditeurs. Bon. Mais c'est vrai qu'on m'en parle toujours. Alors, on est sur une radio juive et ça, je sais très bien que paf, c'est Proche-Orient Info. D'ailleurs, quand je parle de vous, c'est marrant. Depuis 2 jours, je vous reçois. Ah, Proche-Orient Info. Bon, c'est pour ça que je me suis permis de rigoler avec ça. Et merci, parce que c'était un grand moment. Hein. Oui, c'était vraiment des années absolument passionnantes. C'était passionnant. D'ailleurs, je vous poserai des questions, peut-être une ou deux si on a le temps, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'une petite dizaine d'ouvrages qui sont... On va pas donner la liste, après tout, vous pouvez, que les gens aillent sur Internet. Et aussi, vous êtes conseillère municipale de l'opposition dans notre bonne ville de Trouville. Et oui, aussi. Voilà. Donc, alors, ce livre, Les homos sont-ils des hétéros comme les autres? Alors, je disais, c'est un état des lieux, en fait. Hein. C'est un état des lieux, c'est un état des choses. Qu'est-ce qui se passe 4 ans après la loi? Alors, justement, vous avez choisi d'interviewer et des célébrités et des gens tout à fait pas célèbres, normaux, mais en même temps, ce qui est très intéressant dans votre livre, et qui en fait l'intérêt... pour moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est peut-être ça aussi qui fait l'originalité de votre livre, c'est que vous faites des incises sur vous. Je me raconte moi-même. Voilà, alors vous racontez avec une pudeur et vous êtes toujours en arrière de la main et c'est ça qui fait l'intimité de la chose, évidemment sans aucun exhibitionnisme, mais vous dites aussi comment ça s'est passé pour vous, de la façon, vous êtes né en Algérie, donc vous êtes d'une génération comme la mienne c'était pas du tout évident de dire qu'on préférait les filles ou pour les garçons qui préféraient les garçons. Nous vivions dans une société qui était structurée homophobe. Voilà. Hein, parce qu'on me parle beaucoup de cette violence homophobe d'aujourd'hui qui est très réelle et que je raconte dans le livre à travers toutes les générations qui sévit très fortement dans la société actuelle. Et ceux qui m'écoutent et qui l'éprouvent le savent. Mais aujourd'hui, j'appelle ça une homophobie de défense de ceux qui, à cause de l'évolution de notre société, de l'évolution des mœurs, de l'évolution du droit et des lois, se sentent atteints par ce qui se passe, se sentent remis en cause dans le modèle auquel ils adhèrent. Tandis qu'il y a 50 ou 60 ans, c'était la société entière qui était homophobe. C'est-à-dire que
un garçon, une fille, sauf à avoir un tempérament d'acier et une volonté absolue, ne pouvait tout simplement pas dire « je suis homosexuel ». Tout était genré, comme on dit aujourd'hui, du vêtement au jeu, à l'avenir professionnel, à l'avenir personnel autour du mariage des enfants. Une fille devait suivre un modèle et les garçons suivre un autre. Nous ne sommes plus du tout dans ça aujourd'hui. C'est tout ça qui a été pulvérisé. Mais alors, ce qui est très intéressant, puisqu'on ne va pas faire de chronologie, mais ce qui est très intéressant, c'est que en mai 68, moi j'étais jeune, mais je me souviens très très bien, qu'on ne parlait absolument pas. Mai 68 n'a pas du tout été une révolution pour libérer la parole homosexuelle. Pas du tout. C'est après que c'est venu. C'est plutôt après le mouvement des femmes, etc. C'était venu avec dans les années 70, avec la constitution du MLF, lequel, en défendant le mouvement de libération des femmes, lequel, en défendant les femmes dans leur corps, la liberté de leur corps, le droit à en disposer comme elles le voulaient, qui impliquait derrière la liberté de la sexualité, dans le MLF dans lequel il y avait d'ailleurs beaucoup de lesbiennes, c'est à ce moment-là qu'a commencé à apparaître du côté des femmes, faisant d'ailleurs convergence et alliance, au début en tout cas, avec la même chose se passant du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui les gays. C'est dans cette décennie-là que les choses se sont débloquées. Alors restons justement sur cette différence entre les femmes et les hommes. Et il n'y avait pas de solidarité entre les femmes et les hommes. Moi, je pense que dans votre livre, c'est assez clair. Ça veut dire homosexuel. C'est assez clair. Ça veut dire que les homosexuels, enfin les lesbiennes, étaient même assez choquées de la façon dont à cette époque de Jean Genet. Enfin, c'est venu après. C'était moins d'ailleurs Jean Genet qui occupe une place, à mon sens, un peu particulière. Que notamment Guy Hockenheim qui fait son coming out, comme on le dit aujourd'hui dans le Nouvel Observateur, et Michel Foucault qui ne le fait pas mais qui occupe une place extrêmement importante à l'époque dans tout ça, Roland Barthes qui ne le fait pas non plus mais qui a aussi un poids intellectuel, politique, psychologique, social considérable. C'est autour de Guattari, tout ça, que se structure le mouvement homosexuel masculin. Et dans un premier temps, ils sont alliés, ils sont ensemble, y compris dans les phares, etc. Donc, dans le phare, pardon. Ils sont ensemble. Et puis, progressivement, du côté des gays, je vais appeler ça pour plus de commodité, pour ne pas dire à chaque fois les homos, etc. Et puis aujourd'hui, ce sont les gays. Voilà, exactement, dans le mouvement LGBT. Les gays commencent à introduire, avec notamment Hockenheim, et commencent à introduire une liberté sexuelle qui ressemble à la fois à de l'exhibitionnisme, qui comporte une certaine violence, et il y a comme une justification de la pédophilie au nom de la liberté sexuelle des gays. Et c'est sur cette pédophilie, autour de cette notion de pédophilie, que, sans entrer dans les détails de tous les écrits là-dessus et tout, parce que nous n'avons pas le temps de le faire, c'est là-dessus que la différence, puis la divergence se fait avec les femmes. S'installe et se fait avec les femmes, oui. Alors, évidemment, comme vous le dites, on n'a pas une demi-heure, ça passe très, très, très vite, mais on va donc revenir aux thèmes essentiels de votre livre. Tout ce qui est aujourd'hui en question, après cette adoption du mariage. Moi, ma première question, Elisabeth, c'est de vous demander, vous, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait voté ce mariage sans absolument aucun débat dans ce pays? Il n'y a pas eu de débat. Non, il y a eu des affrontements extrêmement violents entre les uns et les autres. Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que si ce livre... c'est en ça qu'il est important, votre livre. Si ce livre trouve quelque écho, c'est parce que j'écoute ce que l'on m'en rapporte.
c'est précisément que c'est un livre je crois... De débat. Oui, en même temps, qui ouvre le débat. Assez serein, parce qu'on ne peut pas rester dans cet affrontement idéologique entre ceux de la Manif pour tous d'un côté, qui n'est pas des fachos pour la plupart, ceux de la gauche ou certains de la gauche de l'autre côté, avec une impréparation politique qui a été totale. Et comme nous abordons aujourd'hui, après le mariage, on aborde le problème de la PMA dont on va parler notamment, et aussi aux États généraux, bien entendu, de la bioéthique de 2018. Et que derrière, il y a aussi la GPA. Vous parliez des personnalités que j'ai interviewées. Dans mon livre, Marc-Olivier Fogiel apparaît 2 fois. Une première fois nominalement, une autre fois anonymement, mais on comprend très bien, puisqu'il a laissé les prénoms de ses 2 filles. Il raconte sa GPA. Vous savez qu'il va faire un livre là-dessus, qui va obligatoirement faire beaucoup réfléchir et va agiter les uns et les autres. On va vers ça. Alors, à partir du moment où on arrive à PMA et GPA, ce qui est le point, le focus du titre lui-même de mon livre, les homos sont-ils des hétéros comme les autres? La question ne se pose qu'à partir du moment où ils peuvent ou pas faire des enfants, si la loi leur permet d'en faire ou pas, et comment. Et donc, nous allons vers tout ça, et il faut y aller d'une façon, certes passionnée, mais apaisée. On est à un moment de grande mutation anthropologique, si l'on entre dans PMA et dans GPA. Oui, alors justement, donc, vous dites dans votre livre que si le lobby gay parisien est arrivé quand même, c'est lui qui a voulu le mariage pour tous. C'est pas tellement... moi, j'ai nombre de mes amis qui s'en foutaient complètement du mariage. Ce n'est pas une revendication de ce qu'on pourrait appeler la base gay et lesbienne. D'accord. Donc, on est d'accord que ce lobby-là voulait donc le mariage, sans doute, dites-vous dans votre livre, je le partage, pour pouvoir procréer par GPA, PMA, etc. Bon, parce que ma question va être idiote, avec le Pacs, on ne pouvait pas adopter. C'était très compliqué. C'était très compliqué, voilà. En tout cas. Donc, on ne pouvait pas renforcer seulement le Pacs, c'était plus compliqué. Si, on aurait pu. Ah non, on aurait pu. Oui, on aurait pu, bien sûr, renforcer le Pacs. On pouvait donner à ce pacte civil de solidarité, on pouvait lui donner l'ensemble des articles qui font aujourd'hui le mariage. Mais, si vous voulez, je le dis dans le livre, parce que pour ma part, c'est un regret. Et comme je le disais à Christiane Taubira, quand je l'ai longuement, très longuement même, et très sympathiquement, dans cet échange très sympathique interviewé, je lui disais, mais au fond, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec votre mariage, sous prétexte de accorder un droit, vous m'enlevez à moi, ou plus exact, une liberté, c'est-à-dire que si je veux adopter, si je veux transmettre d'une certaine façon, vous m'obligez à me marier. Oui, c'est ça que vous appelez la liberté des femmes ? D'accord, donc ça c'est très, très pertinent. Alors, justement, donc, quels sont les problèmes que ça pose aujourd'hui ? On a un vrai problème, c'est la filiation. Alors, le professeur Israël, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans votre livre... Israël Nizan, oui. Israël Nizan. Ah oui, il s'appelle comme ça, oui, Israël Nizan. Oui, c'est pas le professeur Israël, pardon. Non. Israël Nizan qui dit, globalement, fuck le gène, on s'en fout, c'est pas important de savoir d'où vient le gène. Très respectable. Après tout, pourquoi est-ce qu'on est forcément génétiquement le fils de je sais pas quoi. Bon. Un autre... Alors, où est la filiation ? Comment se passe la filiation ? C'est le passage de... En fait, ce qui est en gestation... C'est le passage de la filiation ou d'une partie de la filiation, ce qui veut dire que les parents sont considérés comme des géniteurs. C'est le passage vers l'éducation seule, c'est-à-dire que les parents peuvent être considérés comme des éducateurs et exclusivement comme des éducateurs. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est un passage qui pose beaucoup de questions dont je dis simplement que l'on n'a pas le droit, ni d'un côté ni de l'autre, de les escamoter. Après, on y apporte la réponse que l'on veut, on l'apporte majoritairement, collectivement, mais on doit mettre toutes les questions sur la table. Celui de la filiation, celui de la généalogie. Il n'est pas indifférent qu'un enfant sache qui est son père et qui est sa mère. Maintenant, on peut décider qu'il n'est pas important qu'il le sache. Mais voilà. De la même façon, on n'a pas de recul aujourd'hui sur les enfants, c'est-à-dire que très peu sont arrivés à l'âge adulte, que ce soit
pour la PMA et encore plus pour la GPA. J'ai eu la chance de pouvoir dialoguer très, 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 très longuement avec une jeune femme de 23 ans qui est une enfant de PMA. Moi, je dis que je suis d'accord avec toutes les questions qui peuvent se poser et qu'en même temps, quand j'entends certains dire on n'est pas un être normal si on est éduqué par 2 hommes ou 2 femmes, je réponds que je n'ai pas de réponse. Et que je ne vois pas en quoi exactement. Ce n'est pas la question qui se pose, à mon avis, fondamentalement. Alors la question qui se pose, ça je suis complètement d'accord. Moi je fais partie de cette majorité pas du tout silencieuse, mais qui questionne. Je n'ai aucun avis. Et c'est le dernier qui a parlé qui a raison, avec beaucoup de gens comme moi. Donc on me dit ça, je dis ah oui c'est vrai. Voilà, c'est ça le vrai problème de notre société aujourd'hui en France. Comme il n'y a pas eu de débat, on est là avec nos questions et on se dit oui, il a raison. Ah mais quelqu'un parle après, et je dis il a raison. Ça c'était pour la parenthèse. Déjà on est toujours touché par l'histoire concrète qui met en jeu des émotions, l'amour, des enfants qui ont l'air d'être bien et des parents qui ont l'air d'être bien aussi. Donc on est déjà là devant une réalité et qui est de se dire premièrement au niveau émotionnel, affectif, psychologique, mais de quel droit je viens contester ça ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on se dit ensuite, mais est-ce que c'est si anormal que ça d'en arriver là ? Et comme de toute façon, il faut le faire à l'étranger dans des conditions qui peuvent être très bonnes, mais qui supposent beaucoup d'argent, ou à l'étranger en exploitant des femmes ou des hommes d'ailleurs qui vont servir de ventre, notamment les femmes, c'est clair, en Inde et dans d'autres endroits de la planète. Est-ce que c'est acceptable sur le fond ? Et quand on sait aussi ce que c'est que la structuration de nos sociétés par l'économique, parce que la filiation, c'est aussi l'économique, c'est aussi la transmission patrimoniale qui est considérable dans la stabilité des sociétés. Considérable, c'est un point fondamental. Est-ce que l'on a raison de le faire ou pas ? Parce que si on réfléchit bien, quelles que soient les modalités de la procréation artificielle, et Henri Atlan en parlait remarquablement de cet utérus artificiel qui rappelons que Amandine était la première petite fille qui était née en 1982. En France. 82. Hein. Et aujourd'hui, on en est à l'utérus artificiel. Donc, quelles que soient les modalités de cette procréation artificielle, elle pose un certain nombre de questions, mais en même temps, il y a toujours une réalité incontournable, c'est homme-femme. Donc, à partir de là, pour l'instant, en tous les cas, la science n'a pas supprimé. Oui, même de façon artificielle, ce sera homme-femme. Bien sûr que non. Mais d'ailleurs, vous posez énormément de questions dans votre livre qui est très, très, très riche. Qui est très riche parce que vous posez toutes les questions que nous posons. Et ce qui est bien, c'est que vous ne répondez pas forcément. Puisque vous interviewez des gens, vous vous posez vous-même les questions. Et c'est ça la richesse de votre livre, à mon sens. Vous n'êtes pas du tout idéologique. Ouf, merci, quoi. Là, il y a une réalité que Chantal Delsol, qui est plutôt quelqu'un qui est en réaction contre tout ça aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Oui, qui est une philosophe de droite. Oui, moi j'aime... Oui, bah, si, oui, elle est de droite, même, oui, bien sûr, mais il y a des gens aussi de gauche qui pensent aussi pas loin d'elle, donc... c'est compliqué aujourd'hui de dire ce problème-là. Nous devrions être nous sommes sur des sujets qui ne devraient rien avoir avec la gauche ou la droite. Bien sûr. C'est pour ça que je vous ai un peu repris. Puisqu'on est sur l'humain. Il n'en reste pas moins qu'à part ça, Chantal Delsol est quand même une femme de droite. Sur ça, c'était pas c'était pas mon sujet. Et alors, elle parle effectivement des fondements psychiques d'un enfant. Elle dit le père, la mère, tout ça. Alors, on ne peut pas ricaner comme l'a fait la gauche, ricaner, c'est quoi ces histoires ? Non. C'est vrai que nous sommes dans une société qui est constituée de telle façon que les fondements psychiques d'un enfant aujourd'hui, en France, en Occident, etc., on n'est pas chez les Peuls et les Bambara, on est là, et donc c'est un père, une mère, etc. Peut-être, d'accord. La question que nous pouvons nous poser, que vous posez très très bien, c'est que les homos éduquent très très bien leurs enfants. Pour l'instant, il y a de l'amour à revendre.
plus que le type qui cogne son gosse parce qu'il est venu un peu par hasard dans sa vie. Donc, tout ça, on ne peut pas le remettre en question. Non, je le dis, mais je ne crois pas que ce soit un argument qu'on puisse retenir non plus. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, ce n'est pas un argument. C'est pour ça que je mettais en regard Chantal Delsol qui dit oui, mais le psychisme d'un enfant, c'est quand même un père et une mère, etc. Donc, premièrement, on sait qu'ils adorent leur gosse, ils ont voulu vous parler de c'est un parcours du combattant. Incroyable. D'autre part, le psychisme d'un enfant, on en est où ? Comment avancer là-dedans ? Et vous disiez très bien il y a 3 minutes, ça peut être un truc de riche, l'histoire de se faire des bébés. En gros, 200 000 euros, une GPA, 200 000 euros aux États-Unis par enfant. Donc, on en est où, vous, avec le travail que vous venez de faire, on en est où, là, aujourd'hui, dans le débat ? Pas dans les solutions, dans le débat. Qui d'après vous, quel chemin on doit suivre pour avancer sans idéologie et avec un problème économique à régler, c'est-à-dire le fric. Je crois qu'on doit avancer, en mettant autour des tables et pas de la table, en mettant tous les acteurs possibles. Par exemple, si on prend l'aspect économique des choses, je le dis dans mon livre sous la forme d'une question, qui va rembourser PMA et GPA ? Est-ce que la sécurité sociale va rembourser PMA et GPA, en tous les cas pour partie, quand on sait tout ce qui se passe autour de la sécurité sociale, à la fois son déficit, la façon dont on réduit considérablement le remboursement sur tout ça. Est-ce que les Français sont d'accord avec ça ? Comment imputer à la sécurité sociale un remboursement d'actes médicaux, qui sont cette procréation artificielle, sans demander aux Français, qui sont par ailleurs ponctionnés à la fois sur la CSG, sur la fiscalité, etc., qui voient se rétrécir pour toutes les classes moyennes, notamment leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ? C'est un problème économique absolument fondamental, énorme, qui n'a l'air de rien. Alors on va me dire, il n'y aura pas beaucoup de GPA, il n'y aura pas beaucoup de PMA. Mais c'est quand même un problème. De même, on dit, on va élargir la possibilité du droit de la PMA pour toutes les femmes. Pourquoi pour toutes les femmes ? Car au bout du compte, ce que je voudrais dire là-dessus, qui est pour moi une question fondamentale, ce que les homos, qui sont aujourd'hui les moteurs de cette PMA et de cette GPA, donc de cette mutation de société, qui ont une grande responsabilité. Quand les homos réclament PMA et GPA, qu'est-ce qu'ils demandent à la société fondamentalement ? Parce que grosso modo, les femmes comme les hommes peuvent parfaitement procréer, ils ne sont pas stériles. Non. Donc qu'est-ce qu'ils demandent à la société ? Ils demandent à la société et lui posent la question: est-ce que vous êtes d'accord pour que nous créions ensemble la notion de stérilité psychologique ou culturelle pour assouvir mon désir d'enfant. Et le droit lui-même à l'enfant, qui est quand même une grande nouveauté sur la planète, le droit à l'enfant, qui n'a rien à voir avec le désir d'enfant, c'est l'invention dans nos démocraties d'un droit nécessaire pour arriver à une égalité totale. Mais il se trouve que ce droit-là, on peut l'examiner, le discuter et voir à quoi il mène. Mmh. Oui, toutes ces questions que vous posez, justement, cette infertilité culturelle des deux homos, très intéressante. Après tout, on a envie de leur dire, écoutez, faites-les enfants, prenez une femme. Bon, je dis ça de façon assez brutale. Et d'ailleurs, dans mon livre, témoignent des gays qui disent mais je ferai l'amour avec une femme, et d'autres qui disent je ne veux absolument pas la faire. Eh bien, ceux qui ne veulent absolument pas la faire, je pense que la société, sans que ce soit condamnation, sans que ce soit rédhibitoire, a le droit de leur demander s'ils ne doivent pas, eux, accepter de ne pas avoir d'enfants dans ces cas-là. Voilà, vous disiez très bien, le droit à l'enfant est une chose très, très étrange. En tous les cas, rappelons quand même, avant de finir, que l'adoption est très difficile en France. Hein. Reconnaissons-leur le fait que... Elle l'est beaucoup moins maintenant, du coup. Non, mais trouver des enfants. Non, mais trouver des enfants. C'est fini. Roselyne Bachelot l'explique très bien. Voilà. Donc, on doit leur reconnaître ça. Enfin, moi, je connais des gens qui ont essayé d'adopter, c'est juste pas possible. Parce que c'est très compliqué aussi après avec l'enfant.
Écoutez, c'est absolument passionnant. Je passerai des heures à discuter avec vous. Mais bon, écoutez, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de lire votre livre, Elisabeth. Ça s'appelle Les homos sont-ils des hétéros comme les autres? Ce sont des questions essentielles que vous posez, sans idéologie, avec un calme extraordinaire. Mais pris par l'intime aussi, si vous permettez, Alors, Maya. pardon, oui, c'est vrai. Non, pris vous par savez- l'intime de chacun des personnages qui est là, parce qu'il y a beaucoup de Et du vôtre. confidences. Et du vôtre. Oui, de moi aussi, mais il y a beaucoup de confidences, beaucoup de sincérité, beaucoup de Et merveilleuse tendresse aussi de la part de tous ces, et tous la ces confiance qu'ils interviewés. vous ont fait, c'est extraordinaire. Et vous savez, c'est tellement, cette lecture a été tellement douce pour moi que j'en oublie même de dire à quel point l'intime est très important. C'est une évidence d'intimité. Au pluriel. Mais vous savez bien que c'est ça l'universalisme, c'est de Absolument. partir de l'intimité. Merci de m'avoir reçu, En tous les Maya. cas, bravo, merci beaucoup Elisabeth. Je rappelle que ça s'appelle les homos sont-ils des hétéros comme les autres? Ce sont les éditions de l'Observatoire, c'est en librairie en ce moment. Elisabeth Chemla, et puis ben voilà, un très joli cadeau de Hanouka ou de Noël. Bonsoir. Bonsoir. L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.